Bonjour à toutes, bonjour à tous. Jacqueline Voras sur Radio IDFM 98 ou idfm98.fr avec Philippe à la technique. Bonjour Philippe. Bienvenue à vous tous qui nous écoutez. Nous sommes ensemble pour 30 minutes pour ce numéro 8 de notre nouvelle émission Décryptons le monde, toujours avec notre chroniqueur géopolitique Gérard Vespierre et son regard différent sur les affaires internationales, auxquelles s'ajoute un ton très pédagogique. Bonjour Gérard. Bonjour Jacqueline. Dans cette première partie d'émission, vous nous proposez de partir très loin vers le Pacifique, où nous allons ainsi aborder ensemble les tensions croissantes en mer de Chine. Gérard Vespierre, cette mer de Chine, un nouvel arc de crise, comme vous aimez les appeler ? Incontestablement. Parce que nous avons là une situation sur plusieurs milliers de kilomètres de tension qui s'étend, donc cet arc depuis la Corée du Nord jusqu'à la Malaisie, donc qui couvre la mer Jaune au niveau de la Corée du Nord, qui couvre la mer de Chine orientale et la mer de Chine méridionale. Donc ces 6000 kilomètres de côte, effectivement, représentent un arc de crise. Alors, on a commencé en citant la Corée du Nord, donc il n'est pas nécessaire d'aller plus avant. Il y a une situation de tension entre la Corée du Nord, la Corée du Sud, la Corée du Nord, les États-Unis. Bon, cela est un acquis. Vous avez ensuite, en descendant, et on va faire ce parcours du nord vers le sud, on se trouve en face du Japon et il y a des tensions entre le Japon et la Chine. Il y a des îles japonaises, la Sodoku, qui donc sont appelées Diaoyu par les Chinois et que les Chinois donc souhaitent reprendre. Si on continue à descendre vers le sud toujours, nous nous trouvons devant l'incontournable situation de Taïwan, qui à elle seule bien sûr est un défi entre la Chine et le reste du monde pour garder une autonomie vis-à-vis du territoire continental chinois. Et si on continue à descendre toujours, on trouve un groupe d'îles qui s'appelle les Paracels, dont le propriétaire, entre guillemets, ou le souverain est le Vietnam. Et en continuant, nous avons après un peu plus au sud et à l'est, eh bien, les îles Spratly qui se trouvent donc devant les Philippines, le sultanat de Brunei et la Malaisie. Et sur l'ensemble de ces îles, il y a donc une volonté chinoise de récupérer ces territoires. Donc on est en face d'une zone de choc de plaques tectonique pour la géophysique, mais géopolitique pour nous, donc d'exigence territoriale de la Chine, avec sa volonté de puissance, et en face de cela, eh bien, les puissances occidentales et les puissances de la région, les pays concernés, qui défendent leur droit souverain à leur territoire historique et juridiquement reconnu, et aussi la libre circulation. Mais pouvez-vous nous dire pourquoi la Chine cherche-t-elle à accroître pareillement sa souveraineté territoriale au large de ses côtes ? Alors, il y a une apparence juridique et puis une réalité économique. L'apparence juridique, c'est la carte que les Chinois ont sortie, qui s'appelle la carte des 9 traits, parce qu'il y a 9 traits qui s'éloignent progressivement de la côte chinoise et vers donc de plus en plus loin dans l'océan Pacifique. Et une carte qui est relativement récente, elle est de 1947, c'est une carte chinoise. Et donc, au nom de cette carte-là, qui est donc uniquement reconnu par eux, ils ont décidé donc de réclamer la souveraineté sur l'ensemble des îles de cette zone couverte par cette fameuse carte des 9 traits. Donc un des grands enjeux vis-à-vis des pays de la région, c'était avec les Philippines, et donc le gouvernement philippin a déposé une demande d'arbitrage international avec le
auprès du tribunal d'arbitrage international de La Haye, qui a rendu un verdict en 2016. Vous voyez, donc là, on est vraiment contemporain, et qui a débouté les Chinois de cette demande. Et donc, face à cela, les Chinois, eux, eh bien, ont décidé en parallèle de débouter, si je puis dire, le tribunal, en disant ce tribunal n'est pas compétent pour rendre une telle décision. Donc on est toujours sur les mêmes bases. Mais sur le plan économique, ce grand corridor pacifique devant l'ensemble du continent, la plaque continentale chinoise, effectivement, est un poumon économique de toute première importance pour la Chine. 90% de ses exportations passent par ce corridor pacifique. 70% de sa consommation de pétrole est importée et donc arrive par ce corridor pacifique. Vous avez d'autre part, avec une population d'1,4 milliard de Chinois, d'énormes besoins de ressources alimentaires, et donc plus on étend la plaque de prospection et de pêche chinoise, eh bien plus cela donne un accès facile à l'alimentation de la population. Et in fine, vous avez le sous-sol du Pacifique, avec des réserves prouvées de gaz et de pétrole. Et enfin, si je puis dire, cerise sur le gâteau, la Chine dispose de sous-marins, et donc la grande base sous-marine chinoise est dans l'île d'Hainan, tout au sud, et donc le chemin de ces sous-marins pour regagner le grand large Pacifique, eh bien, est de passer au milieu de ces îles, Paracels et Spratley, et donc effectivement le fait de les vouloir sous la responsabilité, la souveraineté chinoise est une sécurité grandissante. Pouvez-vous alors nous expliquer quelles sont les actions entreprises par la Chine pour s'approprier les îles qu'elle revendique? Et allez-vous aborder la difficile situation de Taïwan et la problématique spécifique de ce territoire? Alors, finalement, les Chinois ont deux façons d'agir. Une façon sur des îlots qui sont vraiment isolés, et donc ils augmentent l'ensablement en faisant venir d'énormes moyens de dragage, et donc d'agrandir ces îlots, de leur faire gagner des kilomètres et des kilomètres carrés, de façon à pouvoir y construire des pistes d'atterrissage, des installations militaires qui sont déjà en place dans un certain nombre de ces îlots. Donc c'est une des façons d'agir. L'autre façon est de pouvoir donc intervenir avec de puissantes flottilles de pêche, accompagnées bien sûr par des bateaux garde-côtes, et ce qui a valu des tensions très fortes depuis quelques semaines avec les Philippines, entre la Chine donc et les Philippines, puisque 200 bateaux de pêche se sont rapprochés des îlots qui sont normalement sous souveraineté philippine. Et la situation est d'autant plus complexe que maintenant les gardes-côtes, les bâtiments garde-côtes chinois ont reçu l'autorisation de leur gouvernement de tirer en cas d'attaque. Alors bien sûr, ce n'est pas eux qui vont attaquer, mais s'il y a une contre-opposition à l'invasion de cette flottille de pêche, eh bien, les Philippins sont obligés de faire quelque chose, et donc les gardes-côtes seraient à même de pouvoir tirer. Donc, en plus de cet espace maritime, il y a aussi une souveraineté, je dirais, dans l'espace aérien, puisque les vols ont normalement l'obligation de s'identifier quand ils rentrent dans un espace aérien. Donc à partir du moment où un territoire changerait de souveraineté, eh bien les vols internationaux devraient s'identifier par rapport aux autorités chinoises. Donc la situation effectivement spécifique de Taïwan est un élément de tension très très fort, puisque là vous avez quand même 25 millions de Taïwanais, n'est-ce pas? Ce n'est pas les 7-8 millions de Hongkongais, c'est vraiment une population importante avec une capacité technologique certaine. Et donc j'évoquais il y a quelques secondes Hong Kong, et le fait que la Chine ait mis fin à cette idée de
une seule Chine mais deux systèmes, finalement elle a refusé l'existence d'un deuxième système différent et indépendant vis-à-vis politiquement sur Hong Kong. Donc la tension vis-à-vis de Taïwan est d'autant plus vive que s'il y avait effectivement un début de conflit ou une tentative d'invasion, c'est effectivement pour prendre le contrôle carrément de ce territoire. Donc là, on est face à des enjeux de toute première importance, et donc les Chinois sont très 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 sensibles au fait que Taïwan continue à améliorer ses défenses avec des armements bien sûr américains, des avions F-16, des systèmes de missiles contre des anti-navires. Donc ça les irrite, et ils mettent en place des campagnes de présence aérienne avec des avions de plus en plus fréquemment, avec aussi une présence océanique, donc une présence militaire maritime dans le détroit de Taïwan, où ils ont fait passer pour la première fois un de leurs porte-avions. Tout ce que vous venez de nous dire, Gérard Vespierre, amène forcément une question essentielle. La Chine avance-t-elle ses pions et sa stratégie sans coup férir, sans aucune réaction de la communauté internationale ? Alors, il y a d'abord la réaction des pays concernés, n'est-ce pas ? On a évoqué le Vietnam, les Philippines. Bon. Donc, effectivement, à chaque fois qu'il y a des incursions, il y a convocation des ambassadeurs, il y a donc échange diplomatique, mais cela ne saurait suffire. Et donc, les Philippins ont dit que la prochaine fois, ils pourraient intervenir militairement. Donc, on voit qu'il y a une augmentation de la tension et une augmentation de degré des moyens employés vis-à-vis de la Chine. Alors ça concerne les pays, comme on dit dans le domaine militaire, du théâtre, mais il y a aussi les puissances maritimes occidentales qui interviennent dans la région dans le cadre de ce qu'on appelle des FONOPS. Alors qu'est-ce que c'est que ces fameuses FONOPS ? Freedom of Navigation Operations, c'est-à-dire donc des opérations de libre navigation maritime, et donc les États-Unis sont en pointe en faisant circuler abondamment des destroyers, des bateaux de débarquement, des porte-avions, un porte-avions, deux porte-avions ensemble, pour bien montrer aux Chinois qu'il y a une détermination des démocraties occidentales à intervenir s'il était nécessaire dans cette zone géographique. Alors je dis des puissances occidentales parce que les États-Unis ne sont pas les seuls. L'Angleterre aussi s'est mobilisée en envoyant un bateau de débarquement, en envoyant des croiseurs. Et donc, il y a aussi un projet dans quelques semaines que le premier tout nouveau porte-avions britannique fasse escale au Japon. Donc, voyez-vous, il y a une implication importante. Et puis, il est nécessaire de noter que très prochainement, l'Allemagne aussi va envoyer un destroyer. C'est une décision qui a été prise il y a quelques semaines lors d'une visite du secrétaire d'État à la Défense américain à Berlin. Mais il y a le rôle de la France, et je vais prendre quelques instants pour en parler, parce que la France est une puissance régionale. Donc nous avons effectivement avec la Réunion, l'île de la Réunion, une présence dans l'océan Indien, nous avons la Nouvelle-Calédonie, nous avons les îles du Pacifique. Donc nous sommes impliqués, puisque deuxième puissance océanique du monde, d'ailleurs, les États-Unis, dans cette région. Et nous y sommes donc militairement aussi présents. La France a envoyé il y a 2 ans le deuxième bâtiment le plus important de notre flotte militaire, donc le porte-hélicoptère amphibie Dixmude, c'est-à-dire le sister ship, comme on dit, des fameux Mistral. Donc vous voyez des bâtiments quand même de très fort potentiel. Nous avons fait naviguer aussi un bâtiment militaire dans le détroit de Taïwan. Et plus récemment, il y a un sous-marin nucléaire français qui a séjourné dans les eaux du Pacifique en allant jusqu'à Guam, la grande base militaire américaine, en s'arrêtant aussi en Australie, où la France a eu le succès économique et militaire que nous connaissons avec l'achat par les Australiens de 12 sous-marins français. Donc il y a
là une présence vraiment française importante, et la France entend jouer un rôle. Le président Macron était à Tokyo en octobre 2019, et donc voilà, nous avons une volonté d'être présents dans cette région et de faire face à l'expansionnisme chinois. Faut-il envisager l'éventualité d'un conflit armé prochainement en mer de Chine ? Conflit, non. Prochainement, non, mais selon une expression que j'ai eu l'imagination de concevoir, je dirais qu'il y aura probablement de la tôle froissée maritime dans les semaines et dans les mois à venir en mer de Chine. Voilà qui est très précis, pas forcément réjouissant, mais il vaut mieux au moins savoir à quoi s'attendre plutôt que d'être surpris. Merci Gérard Vespierre une nouvelle fois de votre clairvoyance et de votre capacité à dire les choses simplement. Avant de poursuivre avec vous vers d'autres problématiques, on vous propose de faire une pause. Partout en Île-de-France, écoutez les programmes d'IDFM sur 98 FM.